Alors ensuite, on vous propose deux interventions techniques. Alors, on avait prévu, concernant Arvalis, de vous présenter que Eva Deschamps, donc, qui est ma collaboratrice, enfin une de mes collaboratrices, et qui travaille sur un projet qui s'appelle CIPRE, que certains d'entre vous doivent connaître. Peut-être êtes-vous venus sur le site, peut-être avez-vous déjà entendu parler de CIPRE. Elle devait intervenir, elle est malade, donc comme vous l'a dit Pierre ce matin, elle est malade, elle a la grippe, donc elle n'est pas là. Mais je vous propose alors je ne vais pas pouvoir la suppléer parce que moi je suis techniquement beaucoup moins compétente qu'elle. Mais en tout cas, vous avez tous les éléments dans le document, et puis je vais, on va dire, voilà, vous présenter les grandes lignes de ce qu'on voulait vous présenter là. Donc ça, c'est une intervention sur voilà, qu'est-ce que nous, on a pu mettre en évidence et quels bénéfices on a pu mettre en évidence sur l'allongement des systèmes. Et puis ensuite, ce sera Quentin Lambert de Terrinovia qui interviendra plus spécifiquement sur des leviers techniques concernant les protéagineux. Alors, on a un site qui s'appelle CIPRE et qu'on a mis en place donc, sur des coteaux argilo-calcaires du Lauragais. Et l'objectif de ces essais, c'est un projet qui est interinstitut, Arvalis, Terrinovia et ITB, qu'on mène depuis 10 ans maintenant. Et on a voulu, en mettant en place ces essais qui vont comparer en fait une rotation témoin, la plus courante dans la région, avec une rotation ou un système où on a allongé, on a augmenté le nombre d'espèces cultivées, on a mis en place des couverts, et l'idée c'est de regarder et d'expérimenter. Donc on est chez nous, on est un institut, nous Arvalis, et donc on va mesurer plutôt assez finement des indicateurs qui peuvent être économiques, d'heures travaillées, d'adventices présentes, de rendement, voilà, donc de l'évaluation multicritère. Alors on a ce sur quoi on voulait, les trois thématiques sur lesquelles on voulait vous apporter des éléments de réflexion et puis de résultats, c'est sur la fertilisation à l'échelle du système, sur la fertilité des sols, et notamment par rapport au risque d'érosion, on est en coteau argilo-calcaire avec un risque érosif très fort, et puis sur la gestion du désherbage. Alors, tout comme le témoignage d'Olivier là précédemment, c'est-à-dire que là aussi on est un peu sur un temps long, enfin on est 10 ans, et on voit des choses au fur et à mesure. Donc au départ, les systèmes se ressemblent beaucoup, et puis après on voit des choses, on se dit c'est bon, c'est stable, mais en fait c'est jamais stabilisé, c'est jamais, tout ça est toujours en évolution. Mais c'est en tout cas fort intéressant. Donc si je commence par la gestion de la fertilisation à l'échelle du système, donc là je vais juste vous présenter, alors c'est très petit mais vous l'avez sur vos documents, on a au-dessus les deux ronds, c'est le système témoin qui est basé sur une rotation blé dur tournesol qui était la rotation la plus courante il y a 10 ans, mais le céréale à paille tournesol reste la rotation la plus courante. Il y a 40 à 50% des parcelles qui dans le Lauragais qui continuent à être cultivées en céréales à paille, tournesol. Il y a moins de blé dur, on l'a vu ce matin, mais il y a encore pas mal de blé. Et puis on a conçu un système. Alors ce système qui vous est présenté là, il est de 8 ans, une rotation de 8 ans. Donc on se met en situation agriculteur, passage avec des outils agriculteurs, et on a intégré donc d'autres espèces. Alors on l'a conçu, on est arrivé à ce système-là, on est passé par d'autres systèmes, d'autres rotations avant, où on a fait des essais qui n'ont pas forcément été non plus gagnantes à tous les coups. On a essayé des cives et puis ça n'a pas marché, on a essayé du soja je crois, et puis finalement on a arrêté. Donc là aussi, ça fait partie de la réflexion quand on fait évoluer son système de production. C'est aussi de voir quelles sont les espèces et comment on peut, qu'est-ce qu'on peut cultiver. Là, vous pouvez voir qu'on a mis pas mal de cultures intermédiaires, d'été ou d'été suivi d'automne. Et puis on a intégré des protéagineux, pois d'hiver, pois chiches, du colza,
et du sorgho. Alors il y a une année où on a aussi mis du maïs, c'est pour la petite provocation. Le maïs peut aussi être une culture de diversification dans les zones où il n'est pas cultivé, et on en voit maintenant pas mal en coteaux et en pluvial. Donc voilà les deux systèmes comparés, et à chaque fois je vais vous présenter quelques éléments chiffrés de ce qu'on observe et entre le système témoin et le système innovant. Et là, le graphique qui est en dessous présente la quantité d'azote minéral apportée à l'échelle du système. Donc on n'a pas fait espèce par espèce là, mais à l'échelle du système, le fait d'introduire des protéagineux et des couverts, des cultures intermédiaires, fait que on a globalement économisé 30 unités d'azote par hectare sur le système. De façon, donc chaque année, alors ici vous avez 2017-2024, donc ça dépend aussi à la fois des espèces qu'il y a dans le système, mais d'une façon générale, le fait d'introduire, d'allonger la rotation, d'introduire d'autres espèces, nous a permis de réduire la quantité d'azote apportée de 30 hectares. On sait aussi, puisque l'idée quand on a construit ces systèmes, c'était aussi de préserver les grandes filières. Donc on a maintenu par exemple du tournesol, on a maintenu du blé dur, voilà, parce que dans l'idée, et on l'a dit depuis ce matin, enfin il y a eu plusieurs fois où ça a été dit, la nécessité de ne pas déséquilibrer non plus complètement des filières existantes, à la fois avec des marchés, et quand on introduit des espèces, il faut aussi leur trouver un débouché et un marché. Donc on a maintenu du blé dur et on a pu regarder là, c'est comment on pouvait, quel était l'impact de ce nouveau système sur le blé dur et comment est-ce qu'on pouvait continuer à produire du blé dur de qualité et à quel coût. Quand on regarde, donc c'est assez intéressant, là c'est une moyenne 2019-2023 de tous les blés durs et on compare, donc en clair c'est le blé dur dans le système témoin et en plus foncé, en vert plus foncé, le blé dur dans le système innovant, et on a regardé le produit, le total des charges et la décomposition des charges. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive, et c'est positif, on arrive à produire un blé dur, donc on a le même produit brut, c'est-à-dire que la même rentabilité à l'hectare, et avec une réduction de charge alors là c'est très précis, 53 € par hectare en moyenne sur ces 4 années. Alors, il y a des charges opérationnelles qui augmentent et d'autres qui diminuent. Donc, par exemple, le fait d'introduire des cultures protéagineuses et des couverts, des cultures intermédiaires, fait qu'on a pu diminuer la dose d'azote, la dose d'engrais sur le blé dur, tout en maintenant la même qualité. On a des charges d'engrais qui ont été nettement diminuées. Par contre, il y a d'autres postes qui augmentent, et notamment les postes charge semences, puisqu'on augmente on achète des semences, notamment pour les couverts, et aussi herbicides, puisque ça c'est aussi un point marquant, il y a un grand enjeu autour du désherbage de ces systèmes, voilà, qu'ils soient, le fait d'allonger la rotation ne résout pas forcément simplement la gestion du désherbage. Donc je vais peut-être pas détailler parce que je suis moins compétente, mais en tout cas Eva, elle a détaillé quels étaient les leviers qu'on a mis en œuvre qui nous ont permis de produire un blé dur de qualité en mettant moins d'azote. On a déjà changé la variété. Alors, ça paraît bête, mais on a pris une variété qui était moins exigeante en azote. En blé dur, il y a différentes exigences en azote. Une variété qui fait autant de protéines, mais en mettant un peu moins d'azote. Ensuite, on a pu valoriser la minéralisation et l'effet système et couvert. Et ensuite, on a aussi piloté en dynamique, bien sûr, puisqu'on est un pilotage plus précis. Deuxième point sur lequel on voulait insister, c'est la gestion du risque érosif. Donc en quoi, dans notre système, le fait d'allonger
la rotation et de pouvoir insérer des cultures intermédiaires nous a permis de limiter et de diminuer le risque d'érosion. Alors ici, c'est 2 photos, je crois que c'est cette année, il me semble, sur les couverts estivales, puis suivi du couvert d'automne, avec des productions donc en tonnes par hectare qui sont assez importantes. Donc on fait deux suivis de couverts entre un blé dur et dans les intercultures longues. Et ça, ça nous permet en gros de stocker une quarantaine de kilos d'azote qui est restitué après sur la culture suivante. Je vais passer, parce que je suis pas suffisamment compétente, on va dire. Et on a pu observer, alors la fertilité des sols et le risque érosif, on va dire le risque d'érosion est très lié au taux de matière organique des sols, une des composantes de la fertilité des sols. C'est pas le seul facteur, mais enfin bon, il est quand même assez important. Là, c'est 2 photos, système innovant, système témoin. Après un orage, c'est des photos réelles de notre site. Et puis on fait des mesures en fait de matière organique du sol. Et on a mesuré donc au départ en 2015, on a mesuré en 2024. Et ce qu'on voit, alors bon, on a même sur il y a le témoin et l'innovant, même sur le témoin, on a un niveau de matière organique qui augmente un petit peu, mais surtout on voit que au départ, on était à même pas 1,4, 1,3 points de matière organique au départ en 2015, et que dans le système innovant, on a pu gagner 0,7% de matière organique. Donc, ce qui est très important et qui a un effet visible sur l'érosion, et donc en diminuant l'érosion du sol. Alors le fait de couvrir aussi le plus possible, c'était un des objectifs, fait aussi qu'on diminue les périodes où il y a un sol nu et qui est érodé, qui est sensible à l'érosion, mais même en sol non couvert à l'implantation des cultures de printemps, c'est visible. Donc ça c'est vraiment, on a pu observer aussi une augmentation de la masse de vers de terre aussi, sans pour autant augmenter le nombre de vers de terre, mais ils sont plus gros. Voilà, ils ont une plus grosse masse en tout cas, mais je ne vais pas détailler. Et puis pour finir, vous regarderez la gestion du désherbage dans la rotation. Alors en fait, ça c'est le point le plus sensible de notre expérimentation. Parce qu'on partait d'un système blé dur tournesol avec labour ou travail profond, enfin travail un peu profond, qui permet, c'est une évidence, de bien gérer quand même les graminées, à un système plus long avec moins de travail du sol. C'était aussi l'objectif, si on veut. Voilà, c'est une balance entre les différents indicateurs, et qui fait que là, on est vraiment très limite, toujours sur le fil du rasoir. On a voulu supprimer totalement le glyphosate et diminuer, un des objectifs, c'était vraiment de diminuer l'IFT herbicide, et ça on a du mal à le tenir parce que vite on a un développement très important de régras notamment. Donc on a mis quand même en place pas mal de leviers pour lutter contre les adventices. Ici, donc, les leviers qui existent, bon, je vous l'ai dit, la rotation, mettre des cultures de printemps quand on a des problèmes sur des cultures d'automne, de régras. Le fait d'insérer des cultures de printemps permet effectivement d'améliorer en fait la gestion par les espèces qui vont lever, le positionnement aussi des matières actives, enfin des produits et des matières actives, et puis aussi des plantes sarclées qui peuvent aussi aider sur des luttes mécaniques. Donc le travail du sol, qui fait qu'on ne s'interdit pas de retravailler le sol si on a des problèmes d'enherbement. Et puis également, on décale la date de semis, par exemple, des blés. Quand on voit qu'il y a, quand il y a beaucoup d'adventices, on se donne le droit de décaler la date de semis des blés, qui a un effet plutôt positif sur l'enherbement. Et puis l'intervention pompier, on l'a pas fait encore, mais ça c'est des choses qu'on étudie nous à l'Institut, c'est avec des broyeurs de menu paille, notamment à la récolte.
Et ce qu'on retire de cet essai-là, je crois que c'est assez important, c'est que, en fait, je vais passer ça, vous regarderez, et puis si vous avez vraiment des questions, moi je n'ai pas suivi l'essai d'assez près pour pouvoir vous le commenter correctement, donc je vous laisserai, et puis vous n'hésitez pas à recontacter Eva si vous avez des questions. Mais en fait, on réfléchit à avoir des recommandations selon les niveaux d'enherbement, avec des différents niveaux d'intervention. Si on a un enherbement entre 1 et 5 plantes par mètre carré, on peut introduire une deuxième culture d'été ou de printemps, un labour tous les 3 ou 4 ans, on décale la date de semi-dessert à la paille, on fait un traitement prélevé puis post-levé, et on utilise à la fois désherbage combiné sur les cultures d'été, par exemple. Si on a un enherbement plus important, ce qui est le cas là sur notre site, une rotation plus diversifiée pour actionner la diversité des solutions chimiques. On alterne printemps, été et automne. On utilise la charrue des chômeuses, voire le labour avant du poids. 2 binages de culture d'été, plus un binage ou une hersétrie sur les serres à la paille. On broie les bords de champs ou les bords de parcelles. Et je vous parlais de la moissonneuse menu paille. Je ne reviens pas sur ces diapos-là, vous les avez. C'était pour vous montrer aussi qu'en 2019, où on a tenté d'arrêter le glyphosate et de réduire les herbicides, on a tout de suite, donc là on a dénombré les raies gras en fait, dans le système, et dans le système innovant, on a vu tout de suite le nombre de raies gras qui commençait à monter de façon très importante. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en œuvre tous les éléments derrière pour pouvoir maintenir le système et éviter un enherbement trop important. Pour terminer, donc une évaluation un petit peu pour conclure multicritères. Sur la fertilité des sols, on a vu, je vous ai présenté les augmentations de matière organique, visibles, moi je trouve que c'est même à assez court terme. Par contre, on a une dépense plus importante sur les coûts de semences. Sur l'économique et la robustesse ou la résilience, alors la résilience, on n'a pas encore, je ne vous ai pas présenté de résultats, mais je pense que derrière, on va aussi travailler là-dessus, sur la variabilité des résultats qu'on espère moindre. En tout cas, on a amélioré les performances des cultures historiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis par contre, on se rend compte, et c'est la discussion qu'on a eue avant, c'est que les cultures de diversification, elles ne permettent pas au niveau rentabilité en fait, de compenser des pertes si on a des pertes sur les cultures historiques. Pas toujours rentable. Réduire la dépendance aux intrants, ce qui pose problème, c'est le désherbage. Par contre, sur la fertilisation azotée, on est plutôt très positif. Et puis même au niveau des fongicides, alors on a pu réduire en fait le nombre de fongicides sur céréales à la paille dans le système innovant. Et puis on stocke plus de carbone, on produit de la biomasse qu'on restitue. Par contre, on passe plus souvent et on consomme plus de fuel, d'énergie pour implanter et travailler les cultures. Et ici, je ne parle pas de temps de travail, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on aborde, là récemment, on a pas mal abordé des thématiques autour de la gestion combinée du désherbage. Et les agriculteurs nous disent toujours, mais vous nous présentez ça, mais vous ne vous rendez pas compte le temps que ça nécessite pour, qu'on est obligé le temps supplémentaire que ça nous demande pour passer à du désherbage combiné ou mécanique ou voilà. Et ça, mais ils nous le remontent, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit aussi qu'on l'indique plus dans nos résultats. Voilà, j'en ai terminé avec ces présentations. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais faire tout. Je monte, je descends. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation et de t'être prêtée à cet exercice, come back to la technique. Alors, des questions pour Sophie et cette présentation donc, de l'essai de Cypre-Lauragais.
Moi, je poursuis juste. Il me semble que vous avez des données aussi. Là, ce que tu viens de présenter, c'est les résultats d'essais. On est d'accord, c'est piloté par Arvalis. Oui. Donc, avec une maîtrise technique Tout que à fait. l'agriculteur n'aura pas toujours. Je ne suis pas sûre qu'ils osent toujours bien lever le pied sur l'azote systématiquement parce qu'ils ont un peu peur quand même que le blé dur, ça produit, enfin, les protéines, ça ne suive pas. Ça veut dire que les résultats... Est-ce que vous avez des résultats, en gros, du même type chez des agriculteurs que vous suivez? Il me semble que vous avez des choses là-dessus aussi. Enfin, je ne sais pas si tu as les billes ou pas, hein, peut-être pas. Alors, on a des résultats, on suit des agriculteurs, alors c'est pas du tout dans le contexte CIPRE, mais on met au point un pilotage intégral de la fertilisation azotée, c'est-à-dire qu'on a un modèle et on pilote l'azote, puis en se référant, enfin, l'idée c'est ça, c'est de ne plus se référer à un rendement potentiel ou à atteindre. Donc on met à bien regarder tout ce qui se passe pendant le cycle, que ce soit la minéralisation, la biomasse et la demande en fait du blé. Donc dans ce contexte-là, donc ça s'appelle CHN, notre outil, et on fait des tests agriculteurs avec justement cet outil de pilotage intégral, on l'appelle comme ça, chez des agriculteurs. Et c'est vrai que là aussi, en fait, comme et on le fait aussi via enfin nous-mêmes et puis aussi via certains organismes économiques. Et comme on re-questionne complètement enfin pas complètement, mais la fertilisation azotée, quand on est chez les agriculteurs, alors souvent ils font ce qu'ils font eux, ce que demande la méthode du bilan, et puis ce que nous, enfin le modèle nous donne. Donc là, ils le font, et ça fait 2 ou 3 ans qu'on le fait, qu'on les réunit, voilà, donc il y a des années où on n'économise pas beaucoup, d'autres années 40 unités, voilà. Et ils sont assez sensibilisés quand même. Ça permet de retravailler en fait cette entrée-là, parce qu'on a bien conscience que, bon, alors sur le désherbage aussi, on va faire des choses, je pense encore, et peut-être avec vous, avec les chambres d'agriculture, pour voir comment on peut vraiment amener les agriculteurs, mais c'est un petit peu ce qui est à réfléchir eux-mêmes, alors pas forcément sur leur système, mais aussi sur là, comment je diagnostique ma parcelle, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre. Donc sur le désherbage et puis sur la fertie, ouais. Merci. Donc bonjour, Jérémy Hazan, Chambre d'agriculture Haute-Garonne. Moi je voudrais revenir sur la performance blé dur. Parce que vous présentez voilà, une baisse conséquente des charges d'engrais, une légère augmentation des charges d'herbicides, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que quand je regarde cet histogramme-là, les marges nettes, c'est les mêmes, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça qui est un peu... C'est-à-dire qu'en termes de temps, on va y passer un temps faramineux en plus pour une même marge, quoi. Ouais, c'est vrai, ça sert à rien, quoi. C'est un peu ça, voilà. Alors... Bon, enfin. Non. Oui, c'est une bonne remarque. En fait, alors, il y a plusieurs choses. C'est que le fait qu'on recourt moins à des engrais minéraux extérieurs fait que nous, en fait, dans notre réflexion, on sera moins soumis à des aléas externes. C'est-à-dire là, on est soumis, on a parlé climat. Il y a 2 ans, on aurait fait la même réunion, on aurait parlé prix des engrais, ou disponibilité des engrais, ou du gaz, ou prix du séchage, voilà. Et donc là, le fait qu'on soit un peu qu'on augmente l'efficience du système lui-même fait qu'on va être moins dépendant d'engrais minéraux et donc des cours différents des engrais et de l'approvisionnement. C'est important, je pense. Alors, mais c'est ça le truc, c'est que si on arrivait à tout faire... Voilà. Si on arrivait à avoir un système, l'idée, c'est on met un système qu'on pense le mieux possible et on l'évalue. Et il se trouve que, et c'est ce que j'ai dit, effectivement, sur les semences. Alors sur les semences, là, on a calculé, je crois que c'est calculé avec des semences achetées. On pourrait très bien refaire les calculs et voilà, sur des semences autoproduites. Alors ça peut être un gain. Sur les herbicides et le désherbage, c'est vrai que c'est un enjeu, je pense, très important, voilà, enfin majeur. On a des programmes par SADA voilà, de recherche qui démarrent et on va continuer à travailler sur l'enherbement, la gestion du désherbage. Oui, on fait le constat en fait que, c'est-à-dire que quand même le fait de mettre des cultures de printemps ne suffit pas
à résoudre la problématique des herbages et à diminuer les coûts de désherbage, même sur les cultures d'automne. Donc voilà. Voilà. Mais on essaye de s'améliorer. Alors sachez quand même que dans les résultats ou les produits qui sont montrés là, on est plutôt plus performant que la moyenne des exploitations, que les exploitations agricoles, on va dire du Lauragais aussi. On est plutôt sur on produit un peu plus. Et même sur le témoin d'ailleurs, on est bien au-delà des rendements moyens voilà, des exploitations. Mais l'objectif est bien d'avoir tout vert, enfin, tout bien. Ok, on continue. Donc vous alors. poursuivez CIPRE. Hein? Donc vous poursuivez le dispositif. On continuera à travailler les systèmes, c'est sûr. Est-ce que ce sera dans le cadre de CIPRE ou pas CIPRE? Tout ça, c'est en perpétuelle discussion stratégique de nos instituts nationaux. Mais en tout cas, nous, c'est clair qu'ici, on continuera à travailler système. Et CIPRE, ouais, moi, je suis assez fière de ce qu'on a pu mener collectivement, mais c'est chouette.